Wow, when we premise, long yes ma pouvi, guayem noe, wow, when we leres, mimbungwes ngisira, guayem noe. Bonjour, bonsoir. Mon nom c'est Medan Gankam. Bienvenue sur ma chaîne CSWUS, qui signifie Change Start With Us. Cet acronyme a été choisi pour refléter ma conviction profonde que le changement souhaité passe par l'action de chacun d'entre nous, que ce soit la vôtre ou la mienne. Bref, ce changement passera par nous. Surtout parce que nous sommes les principaux responsables, que ce soit de façon active ou passive, de la situation catastrophique dans laquelle se trouvent nos pays. Et seuls nous, collectivement, pourrons sortir nos pays du bourbier dans lequel ils se trouvent. Personne ne viendra nous aider, et encore moins gratuitement. J'ai décidé de sortir et de faire cette petite capsule vidéo parce que j'estime que le plus grand danger qui guette l'Afrique, les Africains, c'est la recolonisation du continent, suite à un repartage des cartes, un rebrassage des cartes du monde, exactement comme en 45. Et si vous croyez que je dis du n'importe quoi, que cela ne se reproduira pas, réfléchissez-y encore. Les Occidentaux, lors de la Première Guerre mondiale, se sont entretués et il y a eu des centaines de milliers de morts. Alors ils ont dit plus jamais. Mais devinez quoi? On a eu la Deuxième Guerre mondiale. Réfléchissez-y encore. Parce que 45, ce n'était pas la première fois où il y avait un rebrassage des cartes au niveau mondial et un repartage du monde. Parce que c'est la nature humaine aussi. À chaque fois que les leaders changent, les règles changent. Le perdant perd ses acquis au profit du gagnant. Ou il y a une simple entente entre les gens au-dessus pour éviter un conflit majeur où effectivement le monde est redivisé, est repartagé. Et malheureusement, le gâteau, ça risque d'être nous parce que nous sommes distraits dans des débats qui nous éloignent du cœur et des fondamentaux. Mais c'est le sujet d'une autre vidéo. D'accord? Dans une autre vidéo, je parlerai exactement de mes découvertes il y a plus de 15 ans qui m'ont mis la puce à l'oreille et me font croire que c'est la prochaine étape. Si tout, évidemment, les conditions restent les mêmes. Chers amis, aujourd'hui, je vais devoir faire appel à votre patience. Et comme d'habitude, je vais être franc, direct, au point de froisser certains. Je vais faire appel à votre patience parce qu'aujourd'hui, le sujet mérite d'être bien abordé, les concepts méritent d'être bien abordés. Et je peux vous assurer que si vous allez à travers cette vidéo, vous allez en ressortir avec quelque chose qui va probablement bouger les choses en vous et être polarisant. Donc, je vous invite à vraiment commenter. N'hésitez pas à mettre vos commentaires parce que ici, c'est un échange. Donc, on peut en discuter. Mais allez au bout de la vidéo, ça vaudra la peine pour votre temps. Alors, aujourd'hui, on va parler de la hausse des prix, de l'essence, en fait, du coût de la vie, des différentes taxations et du coût de la vie qui vont s'appliquer au Cameroun. Mais comme d'habitude, je préfère toujours débuter par un proverbe. Et j'utiliserai mes notes aujourd'hui un peu plus. Vous savez, le respect ne se demande pas. Il s'inspire ou s'impose. Idem pour la maturité. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut demander, en fait. Et les Africains critiquent souvent l'Occident, disent que l'Occident est paternaliste. Aujourd'hui, la Chine et la Russie le trouvent paternaliste. Mais vous ne pouvez pas demander que les gens vous traitent comme des adultes lorsque vous vous comportez comme des enfants. Et si vous vous comportez comme des enfants, automatiquement, les gens vont vous traiter comme des enfants. Et j'ai compris qu'en termes de géopolitique, d'économie nationale et internationale, voire même d'économie sociale, les Africains, incluant moi, sont incultes et des enfants face à l'Occident, à la Chine et à la Russie. Malheureusement, et c'est la vérité. Mais revenons à notre dossier du FMI, parce que j'ai vu circuler sur la toile des commentaires comme quoi le FMI aurait forcé, imposé au Cameroun d'abroger la subvention sur le carburant ou d'augmenter certaines taxes. Mais alors, j'ai demandé à une des personnes qui l'affirmait, mais comment êtes-vous venu à la conclusion que le FMI a forcé le Cameroun
à abroger la subvention sur le carburant. Et comment vous êtes arrivé à la conclusion comme quoi ce sont eux les responsables donc de la hausse des prix du coût de la vie au Cameroun? Il m'a donc sorti une portion du rapport que j'avais lu, du FMI sur le sujet. Sauf que je savais que le texte ne parlait que de recommandations. Il n'y avait jamais de terme forcé et imposition. Alors je lui ai demandé, mais le FMI a forcé ou bien il a recommandé? Et pourquoi tu as utilisé le terme forcé, sachant que ce mot en réalité, bon, pour moi c'était inconsciemment aussi, sachant qu'en réalité ce mot déresponsabilise l'emprunteur en lui donnant le statut de victime. Parce que quand on vous force, c'est une obligation, donc vous êtes une victime, vous subissez. C'est pas de votre faute. Et à sa réponse, j'ai compris qu'on ne s'entendrait pas. Il m'a d'abord dit oui, c'est vrai que c'est pas imposé, que c'est une recommandation. Mais ensuite, il m'a expliqué tous les scénarios où des recommandations peuvent être considérées être des obligations. Mais les scénarios qu'il m'a présentés tenaient la route quand même. Ça, il faut le dire. C'était pas quelque chose qui racontait. Sauf que, ce qu'il oublie, c'est que ce scénario où les recommandations pourraient être considérées comme étant des ordres et des impositions s'applique en fait à toutes les recommandations, dont les siennes, les miennes, les vôtres. Et même la recommandation de votre médecin. Elle aussi, on peut subitement dire que ben là, je me suis senti obligé parce qu'il me l'a imposé. Mais sauf que cet argument ne tient pas devant la loi. Malheureusement, à moins d'être dans un acte coercitif, ça ne tient pas devant la loi. Malheureusement. Et pour moi, je comprends après clarification avec lui, son but en réalité était simplement de nous sensibiliser sur l'existence du rapport et de nous pousser à le lire. Mais l'approche pour le faire n'était pas la bonne, selon moi. Elle n'était pas la bonne. Mais passons. Revenons au point qu'il a soulevé. Comme quoi il accuse le FMI d'être la source de l'augmentation du prix du carburant et probablement l'augmentation des taxes. Et beaucoup de gens vont s'engouffrer dans cette excuse. D'accord? Surtout le gouvernement. Et il va dire, ben voilà, encore c'est l'Occident, paternaliste, il nous impose ses règles, et surtout les panafricanistes. Je les sens là, ils sont prêts. Mais c'est à se demander en fait, si les gens savent en fait c'est quoi le FMI. Est-ce que les gens savent c'est quoi le FMI? Bon, posez la question autour de vous et répondez dans les commentaires. Est-ce que les gens sont conscients c'est quoi le FMI? Parce que ce que les gens oublient, c'est que le FMI, avant tout, c'est une institution financière. Et pour faire simple, pour monsieur, madame, tout le monde, le FMI, c'est une banque. C'est une banque. Mais pire, c'est pas n'importe quelle banque. Hein. Le FMI, c'est la banque des mauvais payeurs. La banque de la seconde chance. Hein. C'est celle, en fait, qui prête à ceux qui n'arrivent pas à emprunter normalement sur les marchés à cause du risque élevé de non-paiement qu'il représente. Donc, quand vous allez déjà au FMI, c'est que vous-même déjà, vous n'êtes pas bien. Vous êtes un mauvais payeur. Vous avez une mauvaise réputation, donc vous êtes une mauvaise personne. Pour commencer, donc je remets les choses à leur place. Pour que vous compreniez. Donc, un emprunteur qui va au FMI envoie deux signaux, selon moi. Le premier, c'est que, comme je vous l'ai dit, vous êtes un mauvais payeur qui a des problèmes de crédit. Et le deuxième, c'est qu'en fait, vous êtes mal barré. Parce que si vous connaissez les prêteurs de second ordre, l'industrie des prêteurs de second ordre, même au niveau individuel, ce sont généralement des usuriers. Des usuriers. C'est des gens qui, le côté humain n'existe pas en fait. Seul le profit compte. Ce sont des usuriers. Leurs taux sont beaucoup plus élevés que les autres, en général. Astronomiques. Donc, mais une fois que je vous ai mis en contexte, je tiens maintenant à vous rappeler l'objectif d'une banque, parce que vous semblez l'avoir oublié. L'objectif de la banque, ce n'est pas de vous aider. C'est de se faire payer pour réaliser ses marges profits pour ses actionnaires. C'est ça l'objectif d'une banque. Et comment est-ce qu'elle réalise ses profits? Mais c'est en faisant payer les intérêts demandés, le capital qu'elle vous a prêté. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Ça, c'est la réalité. Arrêtons de vivre dans un monde de bisounours. Ça, c'est la réalité. On ne peut pas évoluer si on ne reconnaît pas ses problèmes et si on n'est pas capable de les mesurer. Donc, quand le FMI vous prête de l'argent, aux conditions que vous avez acceptées, il s'attend à être remboursé dans les délais entendus et prescrits. C'est vraiment pas plus compliqué que ça. Comme dit bien quelqu'un, c'est de ça qu'il s'agit. Et une demande de crédit supplémentaire demande un manque d'autonomie financière, en fait. Et pire, une demande d'extension de la période de paiement
en réalité, est une preuve d'une incapacité à payer. Mais c'est parce que vous n'êtes pas capable de payer dans les délais prescrits que vous demandez une prolongation du délai de paiement. Chose intéressante, c'est fait après les élections. Parce que si c'est avant les élections, on est en défaut, donc c'est pire. Toutefois, cela a un coût. Tout ça a un coût. Le FMI aussi est conscient que vous êtes coincé. Hein. Il y a les élections qui s'en viennent. La date, c'était là. Vous faites une extension pour l'année prochaine parce que vous n'arrivez pas. Parce qu'en plus, si on ne vous verse pas les sommes, le nouveau prêt maintenant, et si on ne prolonge pas, on exige le remboursement, vous êtes en difficulté. Le gouvernement shut down, il ferme. Parce qu'il n'a plus les moyens de payer ses fonctionnaires et de fonctionner. Et ça, c'est dommageable avant les élections. Donc, à ce niveau-ci, le FMI veut quand même aider le système, puisque c'est son client. Hein. Il ne veut pas perdre de clients. Mais tout cela a un coût. Et encore une fois, le but de la banque, je vais le répéter, c'est de faire des profits et de gérer son risque. Et si elle va prolonger votre délai, cela va augmenter son risque. Donc, il va falloir que vous payiez pour cela. Si elle veut s'assurer d'être remboursée, elle va mettre les conditions nécessaires pour avoir son argent. Ce n'est pas un monde de donation, là. C'est pas une fondation, le FMI. C'est une banque. FMI ne veut pas dire Fondation monétaire internationale. Ce n'est pas une fondation. Oubliez ça. Oh, ils ne nous aident pas, ils ne nous aident pas. Ils sont pas là pour ça. Et si vous leur donnez de l'argent, puis vous venez demander une extension de votre prêt, donc vous demandez un crédit supplémentaire en plus de ce que vous avez déjà à payer. Vous augmentez votre crédit, votre emprunt, tenant compte déjà de ce que vous devez leur rembourser, de votre passé de vos mains payeurs, du retard dans les derniers paiements que vous devez lui faire, mais ça augmente votre risque. Donc le FMI va vous dire, en tant que bon usurier, pas de problème. Je vais étudier votre dossier de crédit et je vais mettre certaines conditions afin de m'assurer que vous me remboursiez. Alors, ce que la banque a fait, ils ont révisé le dossier économique du Cameroun. Sauf que, à la vue du bourbier de l'économie camerounaise, la banque a dit, bon, je vais bien te prêter, hein, à nouveau de l'argent et même étirer la date à laquelle tu devais me rembourser. Mais, tu vas prendre l'argent où pour me rembourser? Là, le Cameroun commence à bégayer. Alors, le gouvernement camerounais lui présente son plan de remboursement, donc ses états financiers. Mais la banque juge que selon ses critères d'évaluation de risque à elle, le plan n'est pas réalisable. Pas les vôtres, pas votre critère, mais à elle, ses critères à elle. Vous ne pouvez pas la juger d'avoir ses critères d'évaluation de gestion de risque. Elle juge que les hypothèses et les chiffres camerounais sont bidons. Et le risque de non-paiement devient donc très élevé. Donc la banque veut toujours dans l'optique de réduire son risque et de maximiser son gain. Ben, il faut qu'elle trouve un moyen de réduire le risque de perte et de s'assurer que vous payez les sommes dues dans les délais entendus. Je vous rappelle que tous les emprunteurs aux yeux de la banque ne sont pas traités de la même façon. Pour les emprunteurs crédibles, à risque de défauts faibles, la banque pourra se permettre de faire confiance aux revenus projetés et demandera peu de garanties en fait, que ce soit des garanties physiques ou monétaires. C'est pour ça que certaines personnes, ben, ils ont du crédit beaucoup plus facilement, sans avoir à déposer beaucoup de garanties ou beaucoup de documents. Par contre, pour les emprunteurs à haut risque, c'est un autre business, c'est un autre défi. La banque va vouloir du concret. Il va focuser sur les garanties, d'abord sur l'argent disponible, mais il essaiera de protéger ses paiements en focusant sur des garanties physiques, c'est-à-dire actifs immobiliers par exemple, ou des garanties monétaires, c'est-à-dire obligations, par exemple à l'échelle individuelle, obligés de déposer votre paie à leur banque pour qu'ils puissent vous faire le prêt, ou encore la fermeture d'un autre crédit que vous avez ailleurs. Ils vous demandent de payer une autre dette au complet pour que vous rentrez dans leur ratio de risque. Hein? Mais l'autre chose intéressante, c'est que la banque peut vous suggérer comme condition de supprimer certaines dépenses pour vous permettre en fait de dégager la marge financière nécessaire dans l'objectif, afin que vous ayez les moyens de rembourser le prêt qu'elle va vous donner. C'est normal. Il n'y a pas de magie. Hein? Il n'y a pas de magie. Alors le Cameroun leur donne son bilan et son plan de remboursement. Le FMI l'analyse et conclut que les critères de gestion de risque, selon leurs critères de gestion de risque, ça ne fonctionnera pas. Car le FMI juge que le Cameroun n'a pas assez de cash flow pour rembourser non seulement la dette actuelle à l'échéance, mais en plus la nouvelle dette qu'elle demande. Parce que c'était ça le but de ce rencontre. Le payer à sec. À court terme, ils avaient besoin de liquidité pour ne pas
que le gouvernement arrête de fonctionner. C'est pour ça qu'ils sont allés là-bas. En repoussant la date d'échéance, la date de paiement de la dette qui venait à échéance, à la fin, justement, après les élections, en demandant une nouvelle marge de prêt, ce sont des signes qui montrent que le Cameroun n'a pas d'argent à court terme. Et que ça mènerait à un désordre total puisqu'ils ne pourraient pas payer. Le gouvernement va fermer. Ils ne peuvent pas payer les gens à court terme. Donc la banque regarde ces états financiers, évidemment, et cherche tous les moyens pour vous dégager de la liquidité et de s'assurer que vous puissiez rembourser votre prêt. Donc, ils ont quand même un objectif d'équilibre. On ne veut pas trop vous froisser. Ils vont essayer de trouver une solution qui soit pour eux avantageuse, mais qui vous permette d'avoir à court terme, à répondre à votre besoin de court terme. Donc, quand elle vise à dégager de la liquidité, c'est pour que vous la remboursez. Elle n'a rien à voir, elle n'a rien à foutre de vos populations. Son objectif premier est le remboursement de son prêt, avec intérêt et dans les délais. Votre population, c'est pas son problème. Elle va vous aider à trouver les points où vous pouvez sauver de l'argent pour la payer. C'est pas plus compliqué que ça. Mais d'ailleurs, on parle même de quoi? Combien parmi-vous ici? Combien parmi vous ici, lorsqu'il demande un paiement à son locataire ou à une personne qui lui doit de l'argent et qui a plusieurs mois de retard dans le paiement ou le remboursement? Combien parmi vous ici, lorsqu'elle demande le remboursement, combien parmi vous se demandent, mais vraiment, je lui demande même de me rembourser mon argent, comment lui va trouver l'argent là où? Comment il va faire pour nourrir sa famille après qu'il m'ait payé? Combien? Combien? Je suis persuadé, même pas 0,001% d'entre vous fait ça. Vous voulez être payé et ça ne vous intéresse pas comment la personne va faire. Surtout si c'est une retardataire répétitive. Et si vous vous rappelez l'objectif premier d'un prêteur, c'est de se faire rembourser. Je ne cesserai de le répéter. Vous comprendrez qu'il est certain qu'elle va recommander la suppression des subventions sur le carburant. Pourquoi vous voulez payer, subventionner l'essence des gens avec mon argent? Ah, vous allez vous jeter. Prenez le taxi, marchez, prenez même le cheval. C'est pas mon problème. Ils vont recommander la subvention sur le carburant parce que pour eux, leur point de vue, c'est leur argent que vous donnez à quelqu'un d'autre. Ils vous ont prêté de l'argent. Ils vont recommander la réduction de la taille du gouvernement. Parce que oui, ils vont se dire, mais c'est avec leur argent que vous embauchez des gens au lieu de stimuler votre économie. Non, ils vont réduire la taille du gouvernement. Ils vont demander la réduction de la taille du gouvernement. Puis c'est important. Ils vont vous demander donc de générer des revenus. Donc d'augmenter diverses taxes. Ça, c'est le B à bas de l'emprunteur. Et tout ça dans l'objectif pour que vous lui remboursez l'argent que vous lui avez emprunté avec ses intérêts dans les délais. Donc, la banque vous dira donc que si vous souhaitez un nouveau prêt et une extension de la période de paiement, vous devez appliquer ces conditions. Vous n'êtes pas forcé, vous devez appliquer ces conditions. Soit vous me remboursez tout de suite, ou si je vous prête encore plus et j'étire la date de paiement, vous devez soit enlever les subventions sur le carburant, réduire la taille du gouvernement, etc., etc. Ce sont mes conditions. Vous devez me rembourser, c'est mon but. C'est ça la réalité. Donc les gens qui accusent le FMI de forcer le Cameroun, j'ignore si vous savez de quoi vous parlez. J'ignore vraiment si vous savez de quoi vous parlez. Parce que c'est le même principe lorsqu'une personne ou une entreprise veut restructurer son crédit. La banque met des conditions et c'est à vous d'accepter ou pas. Si vous avez des solutions, utilisez vos solutions. C'est la bagarre. Donc la responsabilité ne peut pas être celle du FMI. Elle est plutôt celle du gouvernement camerounais qui nous a mis dans cette situation, dans ce bourbier, depuis 42 ans. Ils ont eu le temps de... En 50 ans, l'Arabie Saoudite est devenue autre chose. La Chine, en 50 ans. Le Vietnam, nous, en 42 ans. Voici où on est rendu. Donc, c'est la responsabilité du gouvernement avant tout. Le FMI n'a aucune responsabilité là-dedans. Aucune. Mais imaginez un peu. Parce que les taux d'intérêt sont faibles, vous empruntez à votre banque pour acheter une maison de 40 millions. Alors que votre salaire ne vous permet d'acheter qu'une maison de 5 millions. Vous voulez impressionner. Vous achetez la maison de 40 millions. Mais lorsque les taux d'intérêt augmentent, vous éprouvez maintenant de la difficulté à payer votre hypothèque auprès de la banque. Et là, vous allez voir votre banquier parce que vous aimerez, voilà, vous avez besoin d'un emprunt pour une urgence de santé ou familiale. Et vous aimerez quand même que la banque prolonge la date du prochain paiement. Donc, vous vous asseyez avec votre banquier.
Ce dernier, évidemment, il doit étudier votre compte à nouveau. Il regarde votre état de compte. Il fait ses ratios, son calcul de risque. Il se rend compte que mais, votre budget est très serré. Hein? Et là, son objectif maintenant, pour le bien de la banque, c'est de dégager des revenus. Il va analyser votre budget, il veut dégager des revenus pour que vous puissiez rembourser la banque. Et là, il se rend compte que mais, dans vos dépenses, hein, au souper, là, souvent, aux dépenses alimentaires, vous achetez souvent beaucoup de jus à l'enfant, les jus de fruits à l'enfant. Il se rend compte aussi que vous payez un répétiteur à vos enfants. Et que, en supprimant le jus de fruits et en supprimant les dépenses du répétiteur, ben, ça libérait l'argent et ça représente l'équivalent de la somme qui vous manque pour couvrir les intérêts à payer pour votre nouveau prêt. Donc, pour qu'il puisse vous faire le nouveau prêt, c'est la somme qui vous manque dans vos revenus. Mais est-ce que si le banquier conditionne l'acceptation du nouveau prêt, hein, et la prolongation du délai de paiement à l'annulation, en fait, l'arrêt de l'achat de jus de fruits et des coûts de répétition pour diriger l'argent vers le remboursement du prêt pour payer la banque, et que vous acceptez, mais parce que vous préférez garder la BMW, vous ne voulez pas rouler en Toyota, vous préférez garder parce que je rappelle, vous avez la BMW, vous voulez la garder, vous ne voulez pas rouler en Toyota, mais vous préférez annuler le jus et annuler les coûts de répétition pour pouvoir payer la banque. Vous acceptez la condition. Parce qu'il vous dit, c'est soit vous annulez la BM, soit vous acceptez la condition. Vous acceptez plutôt la condition du jus et des coûts de répétition. Mais est-ce que même vous êtes normal dans votre tête là, de sortir et de dire que ouais, c'est la faute de la banque si l'enfant n'a pas le jus d'orange au déjeuner et si l'enfant n'a plus les coûts de répétition? Est-ce que dans votre tête même, vous sortez? Mais c'est l'équivalent de dire ça en ce moment. C'est l'équivalent de dire ça en ce moment. Donc, les amis, la responsabilité de la hausse du prix de l'essence ne peut être celle du FMI. Et ainsi que la responsabilité de la hausse du coût de la vie au Cameroun, ça ne peut pas être celle du FMI. L'objectif du FMI en tant que second emprunteur, c'est de se faire payer aux conditions que vous avez acceptées. Donc, le principal responsable de cette situation et de l'augmentation du coût de la vie au Cameroun, c'est le gouvernement camerounais et ses alliés, RDPCistes et tous ceux qui les supportent. Toutes ces situations, en fait, révèlent l'état catastrophique de nos finances publiques. Et surtout, me font anticiper une zimbabwétisation et une afghanisation de la société camerounaise. Le Cameroun va, si on ne fait rien, vers une dictature meurtrière sauvage, suivie d'un appauvrissement terrible de nos populations. Et là, je préviens le Grand Nord. Ça va être difficile chez nous. Très difficile. Très, très. Et l'Ouest Cameroun aussi. Ça va être très difficile chez vous. Vous êtes deux zones quasiment enclavées. Ça va être extrêmement difficile. Donc, réfléchissez même, avec les grands discours d'autonomie que le gouvernement a eu là récemment, on veut diversifier nos partenaires étrangers, blablabla. Mais comment ça se fait que le gouvernement camerounais ne peut pas aller emprunter à la Chine, aux BRICS, à l'Arabie Saoudite, à la Russie ou à tout autre partenaire, emprunter là-bas pour rembourser la dette du FMI? Oui. Pourquoi le gouvernement camerounais n'appelle pas ses amis du BRICS? L'Afrique du Sud, les panafricanistes, là. L'Afrique du Sud, ce sont nos amis, non? Ils sont aussi africains, non? Pourquoi ils ne vont pas emprunter là-bas? Et ensuite, ils viennent rembourser au FMI. Posez-vous la question. Deux hypothèses. La première, la crédibilité du Cameroun dans le monde financier au fond du trou. Et tout nouvel emprunt à une autre institution financière est impossible. La deuxième hypothèse, les conditions chinoises du BRICS, de la Russie, des Saoudiens, étaient pires que celles du FMI. Ce sont les deux hypothèses que moi j'ai. Si vous en avez d'autres, mettez en commentaire. C'est triste. Le Cameroun est un peu comme cet emprunteur compulsif, mauvais payeur, qui doit de l'argent à tout le quartier. Et dans toutes les boutiques, il a un cahier. Et qui cherche un moyen à nouveau d'emprunter plus pour pouvoir fonctionner au jour le jour. Mais en même temps, il accuse les autres comme quoi c'est de leur faute s'il est dans cette situation. Parce qu'il n'avait qu'à lui refuser le crédit. Et quand l'un des emprunteurs lui dit, ah non, là, pour me rembourser, je vais récupérer ta voiture. Ah, ça devient un problème. Vraiment, ces boutiquiers, ils ne sont pas sérieux.
Mais le pire dans cette histoire, le pire, c'est qu'il y a des solutions économiques très simples pour redresser la situation économique du Cameroun et le mener vers la prospérité. Très simple. Et je peux vous assurer que les premiers effets de ces solutions simples se feront ressentir dès la 10e année d'un gouvernement sérieux qui veut le développement et le bien-être du peuple camerounais. 10 ans. Je vous dis 10 ans. 10 ans. J'ai mis 5. 10 ans. Pour qu'un gouvernement sérieux qui veut le bien-être et le développement du peuple camerounais mette en place ces solutions simples, économiques et sociales pour favoriser le développement du pays. Et vous allez voir les effets dans 10 ans. Toutefois, la population camerounaise doit comprendre que ça ne se fera pas sans sacrifice, sans douleur. C'est pas possible. Mais dans 10 ans, la population camerounaise verra la différence. Dans 10 ans, en une période de 10 ans, elle verra la différence. Au niveau de la sécurité routière, au niveau de la qualité de vie, au niveau de de l'inflation alimentaire. Je vous dis, je sais de quoi je parle, c'est écrit. Je le sais, je les ai. Dans 10 ans. Mais même si on donne ces solutions au gouvernement actuel, je dis on leur donne au RDPC, au gouvernement actuel, ils n'en feront rien. Car leur objectif n'a jamais été le développement de ce pays. Et encore moins, ils n'ont aucun amour pour ce peuple. Aucun. Pour le peuple camerounais dans son ensemble, même pour les gens de leur propre ethnie, ils n'ont pas l'amour. Alors en 2025, la classe affaires et la classe civile, nous devrons aller voter massivement contre ce gouvernement et donner la chance à un nouveau joueur dans l'espoir que ce dernier puisse débuter le chantier qui nous sortira de ce merdier. 2025 est très stratégique. On a la croisée des chemins en fait. Soit on va se diriger vers un État du style Zimbabwe-Afghanistan, ou Centrafrique même, ou on va se diriger vers le lever du soleil, un meilleur avenir pour nos enfants, bâtir un meilleur avenir pour nos enfants et les générations qui suivent.